nous amène ici, et ce qui m'amène en particulier, c'est surtout le travail par rapport à cet ouvrage, c'est-à-dire l'histoire du camp de Montreuil-Bellay, qui a été évoqué plusieurs fois par Monique. Et donc c'est aussi sous sa surveillance, entre guillemets, que je vais me permettre de parler, parce que je ne suis pas historien du tout. Si je le suis un tout petit peu, c'est vraiment par accident. Et par le fait d'avoir rencontré, que cette histoire de camp de Montreuil m'est tombée dessus il y a plus de 30 ans maintenant. Donc j'ai deux casquettes là, en tant que dessinateur ayant pour thème les tziganes, puisqu'il faut prendre un terme, je prends celui-ci, générique, et aussi Montreuil-Bellay. Montreuil-Bellay parce que je suis originaire de ce canton. Moi j'ai habité jusqu'à l'âge de 18 ans à 10 km de ce camp, qu'on n'appelait pas du tout camp de Tziganes, mais camp américain. Moi j'en ai entendu parler que j'avais 30 ans. Bon, donc je suis obligé de parler un peu de mon expérience, puisque mon investissement par rapport à mon travail en bande dessinée sur ce monde, c'est cette rencontre avec cette histoire particulièrement injuste à mes yeux et à mon cœur. Et a fortiori que mon père, qui était rescapé des camps, on n'avait jamais entendu parler. Personne n'en parlait, ça avait vraiment disparu de la mémoire collective, volontairement, involontairement, certainement les deux. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi j'ai rencontré un instituteur qui s'est intéressé à ce sujet. Enfin, il s'apprêtait à publier son premier ouvrage, Jacques Sigaud. Décidément, les instituteurs, c'est souvent eux qui tirent le fil, parce qu'ils ont une mission d'éducation, mais ils ont surtout un contact avec les populations. Et effectivement, ils cherchaient des ammonites. Alors c'est un terrain pour essayer de visualiser totalement un culte, bien sûr qui existe encore, où il y a principalement des usines classées Céveso, c'est-à-dire il n'y a pas de végétation, des bâtiments. Et lui cherchait des ammonites, c'est-à-dire un fossile, avec un camarade montreuillet, et il était intrigué par des ruines. Il y avait encore, donc, dans les années 80, des bâtiments en dur qui étaient délabrés, mais ils existaient, et les fondations d'autres mentis dans de nombreux documents, dont des photos sont... Je vais retourner celui-là aussi. Et ça l'a intrigué, et là, le gars, lui, était au courant de l'histoire. Il dit, bah oui, il n'y a pas eu que le camp américain, ils sont venus, effectivement, s'installer après la libération pour, en soi-disant, la reconstruction de la France. Et en fait, ça l'avait enfoui, cette histoire, à plusieurs raisons, parce que bon, on ne se rappelle pas des mauvais souvenirs, on ne les remet pas sur la table, et puis bon, les Américains apportaient du boulot aux Français qu'on avait besoin, et avec plein de matériel, chewing-gum, etc. Enfin, je voudrais quand même commencer cette histoire par une anecdote. Moi j'étais aux Beaux-Arts, j'étais étudiant aux Beaux-Arts et je faisais de l'intérim. Et première journée d'intérim, c'était à Déco. Ouais, ça s'appelait ACO, c'est devenu ADECO. Et je me suis retrouvé, c'était je crois les vacances de Noël, à brasser du fumier à l'extérieur avec des autochtones sur ce lieu-là. Et je fais le rapprochement après, parce que j'ai rencontré énormément de familles, toutes les familles ont été touchées, toutes les familles françaises, du Tziganes français, ont été touchés, et ils ont tous eu pratiquement des internés dans ce camp. C'était le plus grand camp français, camp de transit aussi, et surtout dans notre région de l'Ouest. Et il y a toujours une impression et un mot qui revient, c'est Mulé, c'est-à-dire que c'est un endroit maudit. Mulé, ça veut dire maudit pour eux. Si on y passe, on s'arrête vite. Et moi, ça me revient toujours parce que cette expérience-là d'intérim, c'était atroce. Il y avait un mec avec une schlag, c'était le contre-maître, et il tapait sur ses ouvriers quand ça allait pas assez vite. C'est-à-dire une machine qui
qui transportaient le fumier par motte. Donc en plus, c'était gelé, il fallait les, à la main, sans le banc ni rien, il fallait les casser. Et si ça allait passer vite, alors moi, j'y suis resté une matinée. Je ne suis pas revenu l'après-midi. Mais bon, c'est une anecdote. Mais maintenant, c'est Seveso, donc c'est des usines que si ça saute, si une bombe russe, ça va bien former. Mais donc pour revenir à cette histoire de camp, et ben, en fait, tous les éléments étaient là. Jacques Sigaud s'en est servi pour reconstruire pas à pas l'histoire de ce camp. Dans les archives, quand il a été ouvert, quand il a changé progressivement de statut, de camp pour nomades, camp de concentration, hein, c'est bien marqué sur certains documents. Et surtout, il y avait des familles qui pouvaient témoigner, hein, qui sont dans le camp, qui étaient dans le camp. Et on parlait du camp de Poitiers tout à l'heure, donc Poulouche, Jean-Louis Bauer, qui est devenu le premier, c'est avec lui que Jacques Sigaud a travaillé, a parlé et même à militer pour la mémoire de ce camp et à créer l'association, venait du camp de Poitiers. Et ce camp où il y a eu à la fois des juifs et des tziganes qui sont partis dans les camps d'extermination. Et moi, je commençais, je venais juste de sortir mon premier album de bande dessinée, donc j'avais 24 ans, et je faisais de la science-fiction, quoique très guerrière. Je travaillais pour un journal qui s'appelait Métal Hurlant. Et cette histoire-là m'est tombée dessus, mais comme une chape, quoi. Alors bon, j'ai relié ça quand même avec le passé familial par la suite, mais tout de suite j'ai décidé d'en faire une histoire, quoi. J'en ai parlé à Jacques. Et ce qui m'a séduit, moi j'étais élevé aux super-héros, hein, comme beaucoup de passionnés de BD, aux héros tout au moins, et même aux super-héros, c'est-à-dire des humains ou des extraterrestres qui ont des super-pouvoirs. Moi j'en ai bien sûr, hein, puisque je me promenais pour métamorpho l'homme élément. Mais le héros qui avait des super-pouvoirs dans cette histoire de camp, c'était un curé, l'abbé Jolec. Et donc Jacques avait fait une série de 3 articles, parce que bon là il avait des informations de la part d'un villageois qui l'avait connu, qui habitait le même village que lui. Et c'est vrai que c'est le héros typique, anonyme, qui se dévoue corps et âme. Bon, bah, son métier veut ça, hein, normalement. Mais dans les faits, c'est ce qui arrive, quoi. Hein. Il carge des réfractaires, des déserteurs, des évadés, ensuite des réfractaires au STO. Mais aussi, il est nommé aumônier du camp. Et il fait tout son possible, parce que je resitue, hein, là c'est en ça que je ne suis pas historien, c'est absolument pas chronologique ce que je dis, mais c'est au fur et à mesure des choses qui me paraissent, qui me viennent à l'esprit et qui me paraissent importantes. Et moi, ce qui m'a choqué aussi, c'est que ce n'est pas une mesure de la collaboration, c'est pas après la guerre, c'est pas après la défaite, c'est pendant la drôle de guerre. C'est-à-dire que la France et l'Angleterre ont déclaré la guerre à l'Allemagne, et dans cette période attentive, on décide, le gouvernement républicain centre-droit décide de renfermer cette tzigane. Donc décrète, un décret de loi du 6 avril 1940, de renfermer tous les SDF. Ça ne s'appelait pas comme ça s'appelait les nomades. Donc, tu as évoqué la raison, raison complètement absurde à mes yeux, hein, parce que ça peut, ces gens-là, les nomades, hein, ceux qui vont de droite à gauche, ils vont pas très loin, surtout les tziganes. C'est un peu ce qu'on appelle les étrangers de l'intérieur. Voilà. Une expression qu'on trouve aussi facilement, ça. Ben oui, de toute façon, on voit bien ce qui se passe actuellement. En période de crise, de qui on se méfie, c'est de l'étranger, celui qui vient, même s'il vient de la commune, mais on ne le connaît pas, c'est lui le danger, quoi. Hein.
en l'occurrence là les voleurs de poules. Et donc on décide, l'État français, enfin l'État, la République française, le gouvernement républicain décide d'astreindre à résidence dans un premier temps tous ces nomades. Donc c'est à la fois ceux qu'on connaît, ceux de type Romani, comme c'est marqué dans certains procès-verbaux, donc les bien basanés, quoi, qui sont toujours au soleil, donc nos Monouches dans l'ouest, un peu dans le nord. Il y a aussi les Yéniches qui ne sont pas de Ziganes, mais dont on oublie, qui se retrouvent dans les camps, et parce qu'ils ont le mode de vie des Bohémiens, des Romanichels, hein, comme on les appelait à ce moment-là. Et nous, on n'est pas préparés, c'est pas la discipline allemande, donc ils sont parqués dans des lieux souvent improvisés, des fermes où on met des barbelés. Alors, au début, on ne leur confisque pas, on les laisse dans leur roulotte, quoi. Mais bien sûr, la guerre prend le pas, et on sait faire la guerre. Et les Allemands, alors là, je fais une ellipse, hein, je suis dessinateur de BD, mais les Allemands sont vraiment trop contents que les Français, parce que bon, la mesure franco-française, c'est unique au monde, quoi. Enfin, nous, on s'occupe de nos indésirables, on a devancé le pas, quoi. Hein. C'est génial, quoi. Et Vichy, ils sont trop contents. Et puis tout le monde est content, sauf les Tziganes, hein, pas contents. Et mais ça gêne personne, quoi. Vraiment. Enfin, moi, parce que bon, on est Sigaud. Moi-même, on a été interviewés, les émules de l'époque, ceux qui avaient des responsabilités. Hein, mais il y a eu une émission à ce titre, hein, une belle émission de Daniel Mermet, où justement il y a Poulouche qui est confronté avec mon ancien épicier de ma commune, M. Catrou, qui était gardien au camp. Et la réflexion qui m'enrage Poulouche, c'est « Ouais, mais de toute façon vous étiez sale, alors vous étiez sale d'origine, donc tout le monde était sale, hein, c'est donné. » Ah bah l'autre, ça l'a mis... Il n'y avait aucune mesure d'hygiène, il n'y avait aucun... il y avait des latrines, mais quand la guerre s'est déclarée, tout de suite, le peu de budget alloué a été détourné. Il y a eu un marché noir. Donc moi j'ai commencé, pour revenir à mon histoire, à faire un premier album qui était un essai pour un petit éditeur. Le but c'était de faire 3 volumes pour l'histoire du camp, mais je partais quand même sans énorme bagage, parce que moi-même il fallait que je m'approprie cette histoire, même si le livre de Jacques Sigaud m'aidait. C'était pas suffisant, quoi. Enfin, j'ai fait une tentative, ça s'appelle Le Jolac, donc c'est centré sur l'action de ce prêtre, mais j'en suis forcément mécontent avec le recul, puisque, bien sûr, ensuite, beaucoup de choses sont venues à ma connaissance, de par un travail d'aller à la rencontre tout simplement des familles. Ce que font pas systématiquement les historiens. Alors c'est une petite pique, hein, mais parce que bon, nous on est un peu, c'est en ça que je m'entends bien avec les Tziganes, un peu les rois fous et les guignols qui prennent ça, qui prennent un angle un peu ce côté dérisoire, mais qui est des fois plus proche de la réalité que des chiffres et des études poussées. Et c'est en ça que je revendique ce travail-là, c'est-à-dire de la bande dessinée parlant, je ne dis pas historique, mais qui part du réel pour s'approprier ce réel et d'en explorer les fonds et les tréfonds. Je pense que c'est très fort, quoi. C'est un courant que je revendique, mais qui a été initié par Mauss, de Art Spiegelman. Il est évident que s'il n'y avait pas eu Mauss,
je pense que ce courant-là existera d'une autre manière, mais pas comme ça. Donc c'est ouais, ça m'a aidé. Et donc j'ai poursuivi cette histoire au fur et à mesure des données, quoi, hein. Et j'ai réussi à monter un scénario, donc j'ai rien inventé dans cette histoire. Bon, après c'est une vue d'artiste. Comme historien peut avoir une vue d'historien, hein. La réalité était autre, il faut bien se le dire, hein, le temps a passé. Je vais faire une petite pause parce que s'il y a des questions. C'est comme Tony Gatliff aussi qui s'est emparé de l'histoire de Joseph Toloche. Absolument. D'ailleurs, c'était dans le livre de Jacques Sigaud. Mais bon, il a édulcoré aussi, lui. Parce que, en fait, c'est beaucoup moins poétique que ça. Parce que dans le film, c'est le notaire qui lui prête une maison à Toloche. En fait, il y avait des gros exploitants qui prenaient de la main-d'œuvre dans le camp de Montreuil. Il y a eu pas mal de témoignages. Et eux, ça leur permettait de sortir et puis de ramener des fois quelques bonnes pommes de terre et tout ça, mais ils les exploitaient. Et Toloche, lui, à un moment, il s'est fait la malle. Mais c'était pas du tout par humaniste. Mais moi je vois dans la Nièvre, alors ils les appellent les pacans dans la Nièvre. Donc les pacans sont assignés à résidence, donc très souvent dans les chefs-lieux de canton, près des gendarmeries. Et les forestiers du coin viennent chercher la main-d'œuvre là où il y a les assignés à résidence, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont partis au front et il y a énormément de prisonniers. Donc c'est une main-d'œuvre pour pas cher aussi, et ça on trouve facilement. Donc d'un côté ils sont méprisés, d'un autre côté les exploitants forestiers sont bien contents de les trouver. Ça c'est clair. En ce moment ou à l'époque? À l'époque, oui. Oui, à l'époque de l'assignation à résidence, oui. Ouais, mais leurs conditions n'ont pas tellement changé. Hein. Je reprends le flambeau parce que moi, pour aller au fond de cette histoire, il a fallu que je me documente au-delà de la région. Et, moi, j'étais déjà parisien et le lieu de rencontre, c'est la FNASAT. Hein, il y a plein de renseignements à apprendre. J'ai rencontré Mathéo Maximov, qui était déjà le fantôme de lieu. Et l'intelligentsia artistique d'Igan m'a dit il faut absolument que tu ailles au Sainte-Marie de la Mer, rencontrer les familles. Là, j'ai découvert le monde gitan. Quoi. Et au lieu d'y aller 1 an, j'y étais pendant au moins 10 ans. J'ai tiré un album ensuite. Enfin, bon, c'est tout ça pour tourner autour du pot du vrai fond de l'histoire du camp. Et bien sûr, ça m'a aidé. Et ça m'a aidé à tomber amoureux, quoi. Amoureux complètement, bon, je le sentais, de ces cultures. Alors, musicales, esthétiques, tout ce qu'on voudra. Le fait de les dessiner, ça me met en joie. Et en plus, le fait, eux, qui reçoivent ces dessins de façon extraordinaire, c'est la vraie récompense. Parce que ça, contrairement aux idées reçues, elles sont nombreuses. Elles ne sont absolument pas des gens inhospitaliers, bien au contraire. Alors déjà, ils sont comme vous et moi, hein, sauf qu'ils n'ont pas le même mode de vie, et pour la majorité, pas le même chiffre dans leur compte en banque qu'ils n'en ont pas des fois, souvent. Mais si on va vers eux, on est toujours bien accueillis. Si on ne va pas de façon hostile, si on n'est pas de l'administration... Après, bon, oui, comme on disait dans les familles, ils marquent mal, hein, ouais, mais ils font exprès, hein, aussi, hein, quand j'ai envie de ne pas rencontrer des gens, je fais la gueule. Hein. Mais ça, ils le sentent si on vient de façon pacifique. Enfin, moi, j'ai vu quantité de familles, j'ai travaillé pendant plusieurs années avec plusieurs familles. J'ai toujours été très très bien accueilli. Et surtout, j'ai découvert les enfants qui ont une force de vie, un instinct, une intelligence qui est, je dirais pas supérieure, mais ils sont tellement aguerris, ils sont tellement... Alors attention, hein, chez eux, c'est comme chez nous, hein,
ils se délitent dans la société de consommation aussi. Ils en éprouvent toutes les maladies, plus fort que chez nous. Mais n'empêche qu'il reste chez eux un enseignement immédiat et salutaire, quoi, hein. C'est notre origine commune à tous. Nous sommes d'origine nomade. Nous ne sommes pas faits pour être sédentaires. C'est le sédentaire qui est anachronique. C'est fantastique, d'ailleurs, de rester au même endroit. Mais quand même, il y a toujours des cataclysmes, il y a toujours des trucs, des guerres. Hein. Là, ça revient ouf. Hein. Mais en même temps, il y a des descendants de nomades complètement sédentarisés et qui ne le disent pas. De part justement de ces clichés récurrents contre Bien eux. sûr. Et une fois, j'étais à Bruxelles faire une conférence, et un monsieur qui a dit, et là le sujet s'y prêtait, l'assistant s'y prêtait, il dit c'est la première fois que j'ose dire que je viens d'une famille tzigane et que j'en suis fier. Mais il dit mais ailleurs je peux pas le dire, Mais il avait cette fierté d'appartenir à cette culture. Et là, moi, j'ai rencontré, il n'y a pas très longtemps, c'était quand il y a eu la manifestation à Saint-du-Nord, un monsieur qui est propre sur lui, très, très académique, inspecteur du travail. Puis il me dit, oui, une partie de ma famille a failli être arrêtée à Frévent, dans le Pas-de-Calais. Puis je dis, donnez-moi votre témoignage. Il n'aime pas parler de cette période-là. C'est mulé, ouais. Ouais, c'est... Alors, mulé, c'est pluriel ou c'est mulot? Le mulet, c'est le pluriel, ouais, mais ils disent c'est le mulot, c'est le diable en fait. Hein. C'est le mauvais esprit par excellence. Et une chose, elle est mulée, c'est leur. J'ai souvent entendu ces expressions, enfin souvent. Ouais. Oui, non, ça en fait partie. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que le carnet anthropométrique, il n'a pas disparu après la guerre. Hein. Oui, le carnet anthropométrique a disparu en 1969 et il est devenu le carnet de circulation. Il n'y a que depuis la manif aussi de... La première carte d'identité, ils ont obtenu les cartes d'identité très tard. Comment? La carte d'identité l'a obtenue très tard, ce qui était... Oui. S'il avait pas eu si Hollande n'avait pas reconnu au nom de l'État français la responsabilité sur le lieu même du camp, c'était en 2016. Donc dans le PAC, il y avait ça, quoi. Hein. Donc que ça soit inscrit au journal officiel. Chirac l'avait fait pour les Juifs, Hollande l'a fait pour les Tziganes. C'était une goutte d'eau peut-être dans l'histoire, mais c'était vachement important. Mais je ne sais pas si vous y étiez, moi j'y étais, j'ai participé au truc. Pour les familles, il y a eu un souffle, hein. On l'a senti physiquement. Il faut dire, ils ont toujours été mis au pan de la société. Oui. Non. Allez-y, pas de manière entre nous. Non, mais vous disiez que vous intéressiez pas aux documents, mais à la tradition orale. C'est ça, au contact. De toute façon, il n'y a pas le choix. Ils ont. Non, mais. Ils brûlent tout en plus. Oui, au décès, ils brûlent tout. Les vandales. J'ai pas compris. Ils brûlent, ouais. Enfin, il y a aussi une tradition qui a tendance quand même à se perdre parce que ils brûlent la caravane et les objets du mort. Puis les photos, c'est mulé aussi. Ça porte malheur. Moi, je devais faire une expo au Sainte-Marie, une anecdote. Et en fait, elle avait peur, la Sainte Thérèse qui s'occupe du syndicat d'initiative Sainte-Marie, parce qu'elle a dit il y a des anciens, ils vont se reconnaître, ils sont morts depuis, on va avoir des problèmes, quoi. Ouais, mais enfin, si on continue, on peut le porter. Enfin, ils ont tout contre eux, hein. Oui. Oui, justement, comme ils ne veulent pas en parler et qu'il n'y a pas de documents, comment vous avez des informations sur ce qui s'est passé? Alors, il y a quand même des documents. Hein. C'est vrai que le camp de Montreuil, c'est grâce au Bonne-Sort. Bonne-Sort, on gardait un patrimoine. Sigaud était les dénichés en région parisienne. Je crois que c'est le camp où il y a le plus de photos. Ouais. Mais bon,
la vraie valeur, c'est quand même les témoignages de première main, de gens qui l'ont vécu. Hein. Moi, de toute façon, cette histoire-là, c'est une suite d'anecdotes, une espèce de puzzle. Bon, une autre, là... alors déjà, j'ai remarqué quand même... bon, alors je suis peut-être superstitieux croyant comme eux, mais souvent, bon, par exemple, le camp des Alliés, le dernier camp à Angoulême, qui était libéré fin 1946, le camp de Montreuil a été libéré 1 an après la libération de la ville, mais ils ont été transférés au camp de... Pourquoi? Parce que le décret de loi perdurait, ça gênait personne. Hein. En fait, donc les bâtiments... Et c'était les mêmes flics et les mêmes gendarmes. Ouais. Notamment à Montlhéry. On racontera l'histoire de Raymond Gurel, la famille Gurel. Mais... et donc, oui, c'est double, triple, quadruple peine, quoi. Il y en a qui sont restés 6-7 ans dans ces camps-là, quand même. Alors l'extrême droite, quand elle accepte cette version-là, dit « bah oui, mais Pétain les a sauvés quand même, la preuve. » Ah bah oui, j'ai entendu ça, même de la part de gens très cultivés, très... Quand même, je reviens sur la difficulté d'avoir des témoignages, puisque moi je me souviens d'avoir vu l'exposition de Seija Stojka, Ouais. magnifique, Ouais. et elle disait dans la conférence qui a été enregistrée, elle disait qu'elle était la seule à parler et qu'elle était blacklistée par sa communauté parce qu'elle avait parlé. Oui, non mais c'est sûr. Il y a l'interdiction de parler, alors les témoignages, ils doivent être difficiles à sortir, je veux dire. Alors moi, Spontanément, je parle de la pub. il y a plutôt la volonté de ne pas en parler. Ouais, Justement, non, mais je comprends tout à fait pour que ça ne revienne pas. votre ressenti. Moi, ça m'a complètement... ça m'a rongé de l'intérieur. Ça m'a rongé de l'intérieur. C'est Williams qui a écrit un livre. Oui. Il est mort, on ne parle pas. Ouais, mais il est mort maintenant. Der Wohnwagen war überall. Der war wichtig. Ohne den waren wir arm. Da waren die Kinder, wo hätten sie geschlafen? Oui. Je suis un petit peu gêné par certaines choses qui sont en train de se dire. Je suis persuadé qu'il n'y a aucune mauvaise intention, évidemment, Ouais. mais je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, quand on parle de difficultés qu'on a et puis pour obtenir des témoignages, parce que les gens ne veulent pas parler, et puis ceux qui parlent seraient victimes ensuite de représailles, si je puis dire, enfin en tout cas de pression, au minimum. Bon. Je ne peux pas m'empêcher de penser, par exemple, à ce qui se passe, tout simplement ce qui s'est passé, tout simplement, par exemple, pour les francs-maçons, par exemple. Il me semble totalement évident que quand une population subit sans arrêt ce que subissent certains, comme par exemple effectivement les tziganes, les manouches, ou je ne sais pas comment il faut les appeler, d'ailleurs, peu importe, parce que finalement, ils subissent tous à peu près la même chose. Ce que les juifs subissaient, je connais dans ma famille énormément de juifs, je suis moi-même juif, enfin, quand je dis je suis juif, d'ailleurs, il faudrait savoir ce que c'est, mais le même problème se posait, effectivement, pour toutes les populations qui sont comme ça, mises à l'écart, et qui ne sont pas en même temps complètement mélangées aux autres. Quand ils sont revenus des camps, il y en a plein qui ne voulaient pas parler, et pas seulement parce qu'ils pensaient, il y avait énormément parce qu'il y en a qui pensaient que, effectivement, ils ont vécu des choses qui étaient indescriptibles, incommunicables. Ça, c'est certain. Et que la difficulté dont ce qu'ils pouvaient avoir envie de raconter était reçu par les gens, l'incrédibilité, faisait qu'on avait l'impression qu'il n'y avait pas de communication et donc on se taisait. Mais quand même, il n'y avait pas que ça. Moi, je connais des gens, par exemple, qui étaient fiers, des juifs qui étaient fiers de ne pas être reconnaissables en tant que juifs physiquement.
et qui avait une attitude qui était complètement contradictoire. Mais peut-on reprocher ce genre de choses? Ça ne veut pas dire d'ailleurs qu'on apprécie ce genre de choses, mais peut-on le reprocher quand on sait ce qu'il est? Moi, les gens dont je viens, les personnes dont je viens de parler, qui étaient fiers de ne pas être trop reconnus, ces mêmes personnes ont passé 4 ou 5 ans, c'était des enfants à l'époque, enfin pendant la guerre, qui ont passé leur temps à se cacher dans des ordures parce qu'ils savaient que c'était là qu'on ne viendrait pas les chercher. Ils ont passé des journées entières dans des ordures. Ben, évidemment, après, ils avaient des traumatismes. De la même manière, et je vais finir là-dessus, bien que j'aurai beaucoup de choses encore à dire, de la même manière, parler de la volonté de garder certaines traditions de nomadisme et de ne pas vouloir se sédentariser. Moi, je ne connais pas beaucoup de ces milieux-là, mais le peu que j'en ai rencontré dernièrement, et même pas seulement dernièrement, je vois qu'il y en a beaucoup qui auraient souhaité profondément avoir, je ne dis pas sédentariser parce que ce n'est pas dans ces termes-là qu'il faut peut-être parler, mais avoir simplement un lieu où on puisse habiter décemment, où on puisse avoir une douche. Et donc, j'ai peur que si on ne fait pas attention, on puisse entretenir un mythe qui aboutit finalement, surtout lorsqu'il est récupéré par les gens qui malheureusement risquent d'arriver au pouvoir, ça peut être récupéré en disant, vous voyez, ces gens-là, c'est finalement de leur faute parce qu'ils n'ont pas envie. Voilà. Et ça, je trouve qu'il faut qu'on fasse très très attention à ces choses, ça entretient des mythes. La majorité, comme vous dites, aimerait bien, au moins tout l'hiver, avoir un terrain à eux pour mettre une petite cabane. Et puis, et les Roms qui arrivent en ce moment, en particulier de Roumanie, très souvent en Roumanie, ils ont effectivement des maisons très pauvres, dans lesquelles ils rencontrent d'autres problèmes encore plus graves que ce qu'ils rencontrent ici. C'est pour ça qu'il y en a, oui. Mais je veux dire par là que il y a des mythes qu'on finit par revendiquer, parce qu'au fond, c'est la seule identité qu'on se reconnaît, c'est le seul endroit où on peut mettre sa fierté. J'allais dire, des gens qui sont fiers d'être Roms, moi je connais l'histoire, c'est une blague qu'on raconte, non pas sur les Roms, mais sur les Juifs, un Juif qui se fait traiter de sale Juif dans la rue et qui dit, oui, moi je suis Juif et je suis fier. Et quelqu'un dans l'assistance lui dit, mais au fond, pourquoi tu es fier? Et comme le gars, il ne sait pas très bien pourquoi, eh ben, il y a quelqu'un qui est juif aussi, qui lui souffle, ben, moi je vais te dire pourquoi. Parce que si tu n'étais pas fier, tu serais juif quand même. Eh bien, ça c'est terrible, mais c'est assez bien la réalité qui traduit non seulement ces populations-là, mais celles avec qui il faut peut-être aussi toutes les populations maltraitées qu'on désigne du doigt, auxquelles il faut penser aussi. Ça me fait penser aussi un petit peu à la revendication d'un certain nombre de femmes musulmanes qui revendiquent la possibilité de porter le voile, parce que c'est aussi peut-être la fierté, ils retrouvent par cette manière-là. Moi, j'ai rien pour le voile, bien sûr, je trouve ça dommage même, mais je peux comprendre qu'à un moment donné, il y ait une fierté qui soit mise là. Je pense que ça... Oui, madame. Voilà, parce que moi je fais partie de Rome Europe, justement. D'accord. Moi, ce qui me frappe, si vous voulez, à l'heure d'aujourd'hui, c'est que les Roms dont je m'occupe, qui viennent justement essentiellement de Roumanie, on leur impose la domiciliation pour avoir des droits. Et cette domiciliation, elle est gérée par des associations la plupart du temps, notamment la Croix-Rouge. Et vous avez vraiment, et là, ça, c'est que je vois vraiment les choses très clairement, l'association qui leur impose de venir régulièrement, mais alors vraiment, c'est vraiment venir chercher le courrier tout le temps, et que si par hasard on ne vient pas chercher le courrier en temps et en heure, eh bien, on les radie. Et ça, c'est terrible, parce que vraiment, du coup, ils perdent tous leurs droits. Tous leurs droits, et il y a beaucoup d'enfants qui sont scolarisés, notamment. Et là, vous avez des municipalités qui refusent la scolarisation des enfants.
Donc, et c'est vraiment un bras de fer à chaque fois avec ces municipalités, de gauche et de droite d'ailleurs, hein. Vous en avez même de gauche. Hein. Et vraiment, et parce que justement il manquera tel papier, pour la scolarité, on n'a pas besoin de papier. Hein. Il suffit de donner un lieu de vie et ça suffit. Mais vraiment, en ce moment, on sent une discrimination mais féroce à l'égard justement des Roms. Hein. Et c'est très difficile. C'est pas nouveau ça quand même. Ah non, c'est pas nouveau. Mais je trouve que c'est accentué. Parce que les préfectures, si vous voulez, les associations qui donnent la domiciliation, ce sont des associations qui sont en fait, c'est la préfecture hein, qui leur donne l'accord. Hein. Donc elles en réfèrent à la préfecture. Et vous savez, tout le temps, donc, les familles roms essayent de trouver des terrains. Hein, là où elles peuvent tirer. Nous, on est en région parisienne, avec le Grand Paris, je ne vous dis pas comment c'est. Avec le Grand Paris, ils ne trouvent pas de terrain. Parce que tout est en ce moment chamboulé. Et on trouve des terrains coincés entre l'autoroute et le tram. Hein. La plupart du temps, c'est comme ça que ça se passe. Et bien sûr, là, ils sont tout le temps expulsés. Et aucune possibilité de logement, justement. Bon, en fait, les 115, c'est impossible. De toute façon, le logement, si c'est des grandes familles, c'est encore pire. Donc vraiment là, il y a une discrimination très forte à l'égard. Et la population n'est pas prête, malheureusement, à les accueillir sereinement. C'est pas le transport, c'est un sacré problème, hein, parce que c'est pas possibilité, notamment, et ils ont des amendes à répétition. Voilà. Donc ça, c'est la situation actuelle, qui est quand même dramatique. On leur refuse, par exemple, de louer un terrain et de mettre une caravane dessus. Et ça, il y a des mairies qui s'y opposent, c'est typique. Or, on sait très bien que... C'est pas seulement pour les Roms. Mais non, les Français qui arrivent à bon an, mal an à avoir des papiers, ils sont toujours dans ces problèmes-là. Le nombre d'aires d'accueil et d'aires de grand passage, ce n'est pas respecté par les municipalités. Oui, c'est autre chose, oui, d'accord. Mais moi, ce que j'avais vu une fois une famille, chez eux, il y avait la maison, et il y avait la caravane et les beaux jours qui partaient. Et une autre famille que j'avais rencontrée, la maison, c'était une caravane sur parpaing, carrément. La maison, l'espace était organisé comme une caravane. En arrivant chez eux, ça m'avait vraiment frappé, ça. L'État ne respecte pas les lois, ses propres lois. Si vous voulez, pour revenir évidemment, il y a tout un pan de la déportation que pendant de nombreuses années, on a oublié. On n'a pas parlé des Belforchers, des homosexuels, des tziganes. Il y a toute une déportation qu'on a omis avec une suprématie de la déportation politique et même la déportation juive, on en a parlé très peu. C'est pour ça que j'ai créé la collection Ces oubliés de l'histoire, où je reprenais ce petit peuple qui avait été déporté pour ses convictions, pour ce qu'il était, et dont je ne parlais pas. Et rappelez-vous, dans les commémorations, on refusait aux homosexuels de mettre une couronne avec le triangle violet. Rose. Les violets, c'est du Belfort. Tout ça, on oublié, tout comme on oublié le triangle bleu des Espagnols, des apatrides. Il y avait toute une déportation, ou qui ne voulait pas parler, ou qu'on ne voulait pas faire parler. Et les tziganes ont appartenu à ce peuple d'oublier l'histoire. Voilà. Et juste après, hein, je vais être bref, parce que moi j'avais commencé un thème, donc celui de que vous avez tous partagé là maintenant, c'est-à-dire que cette auto-exclusion qu'ils vivent depuis des siècles et des siècles. Il ne faut pas oublier, pour la rappeler, qu'ils ont été réduits pendant des siècles en esclavage, pas si longtemps. Dans la légende collective, c'est eux qui ont forgé, ils étaient forgerons, les Calderaches, par leur métier, les clous qu'ont crucifié Jésus-Christ. Enfin, bon, ils ont des boulets énormes, mais ça c'est ancré chez eux, quoi. On leur a raconté ça. C'était normal qu'on ne nous aime pas. On est des apatrides, on a plein de défauts, on a fait plein de misères, on ne sait pas lesquelles exactement. Et donc ils se cachent, ils vivent... c'est des sous-citoyens, ils sont transparents, ils vivent à côté, quoi. À côté. C'est toujours maintenant. Hein, et l'écrit n'a pas la même
d'importance que chez nous. Or, il y a la mémoire passe aussi beaucoup par l'écrit. Et maîtriser l'écrit, c'est maîtriser les codes aussi de notre société. Et eux se placent... Oui, mais ils se méfient de l'école, même si ça progresse, et dans certaines villes, ils sont scolarisés, dans certaines communes... moi j'ai connu, comme aussi certainement, où il y avait toujours dans le fond de la classe des petits morveux qui étaient esprits répugnants parce qu'ils ne voulaient pas se mélanger avec nous. Hein. Et nous, quand il y avait la fête foraine et tout, on allait les voir, on faisait la fête avec eux, autour des feux. Mais pour revenir là, moi une chose qui m'a tarabusté, qui m'a ronché, c'est... je l'ai découvert parce que, là encore, c'est un instituteur qui m'a initié, un instituteur des gens du voyage, donc itinérant sur les terrains. Et pendant des années, parce que moi j'avais envie de sortir de ce camp, j'y suis resté 30 ans, j'avais envie de raconter ce qu'ils vivaient maintenant, à force de les questionner, de les rencontrer. Je voyais bien que ça n'allait pas du tout, quoi, ça ne va pas du tout chez eux. Hein. Ils souffrent de nous, ça c'est... Ils sont heureux entre eux, ils sont heureux avec la nature, mais on les fait souffrir. Tous les États les font souffrir. Et il se trouve que cet ami instituteur, Daniel, venait de perdre 2 amis très chers, un patriarche et sa femme. Sa femme avait été dans le camp de Montreuil, et il me racontait sans arrêt, bon, il m'a présenté sa famille, la famille de ses patriarches, les enfants, les petits-enfants, bon, ça se passe en région parisienne. Et moi, je dis, moi c'est ça, il faut que je parle de ça. Écris-moi vraiment ta vie, ton expérience, parce que bon, bien sûr, il essayait d'apprendre à lire et à écrire, c'était sa mission, mais il avait créé une association d'aide aux voyageurs pour uniquement l'administratif. Donc, donc là, encore par le dessin, donc j'avais édité déjà des éditions de Gitans et de Tziganes sur le camp de Montreuil. J'ai tout de suite été très bien reçu, donc j'ai fait des cours bénévoles de dessin, et ben, j'en ai appris plus qu'il n'en faut, quoi, hein, pour aborder le sujet. C'est-à-dire, avec 3 familles, j'ai raconté ce que vit une famille, mais pas une famille d'extraterrestres, hein, même pas une famille de Roms exotiques, quoi, hein, qui vit dans des cartons. Hein. C'est des gens qui ont des caravanes, qui vivent de petits boulots. Par exemple, donc, ils étaient d'Essonne, cette famille, ils n'avaient jamais été à Paris, quoi. Ils nomadisaient sur les communes avoisinantes, c'est tout. Et malgré tout, à cause de ça, à cause de leur mode de vie, on les rejetait. Et toujours, ils avaient des misères, quoi, de stationnement. Hein, ça, c'est quand même un gros problème. Hein. Donc, ils ont des terrains, mais ils ne peuvent pas être plus de 3 mois sur ces terrains. Hein, s'ils ne sont pas constructibles, on n'a pas le droit, faut dégager. Donc, toujours les flics, toujours les amendes, toujours les tribunaux, qui finissent par leur prendre le peu de ce qu'ils ont. Et ça, c'est des crescendo. Et aussi, il se rattache à la religion. Ça, c'est un thème très très important que j'ai voulu aborder, avec aussi... bon, alors, moi, j'ai vu que ça aidait tout le monde, hein, d'un certain côté, la religion, quand c'est pour faire la fête, quand c'est pour partager, quand c'est vraiment les dogmes des religions, les dogmes positifs, c'est avoir du respect pour son prochain, c'est aimer. Mais ça, avec la nouvelle qui est plus nouvelle, la religion qui devient majoritaire, les évangélistes qui est beaucoup plus limitative dans les libertés, il y a énormément de problèmes qui entrent en jeu au sein même des familles, et des fâcheries, et comme ils sont souvent les nerfs à fleur de peau, ça pète dans tous les sens, quoi. Donc, et finalement, bon, moi j'ai fait réunir les 2 religions, parce que l'amour plus fort que tout, mais c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Et voilà. Le troisième album, c'est ça? Ouais, alors bon,
Le dernier, c'est quand même Tzigane, parce que c'est une nouvelle édition qui est toujours augmentée. Mais c'est vrai que la vraie création, c'est celle-ci, ouais. Et après, Une question. Là, je parle des manouches. Hein, Sur je parlais des manouches. la communication entre les communautés tziganes, par exemple, Manitas des Platas, entre parenthèses, Manitas, sous contrôle de Miguel Petitmain, les Plates à la plate, c'est l'argent, petite main d'argent. Donc au Sainte-Marie de la Mer, ils faisaient du flamenco. Oui, et la communication avec l'Andalousie, il est très commun aussi. Ce que vous disiez là sur la religion, il y a le pèlerinage au Sainte-Marie de la Mer. Ouais, catholique, ça fait penser aux Romerías d'Andalousie. Comment ça communique entre les communautés tziganes? Alors, question pour Priscilla. Et pour vous, à propos de la ressemblance, des points communs entre les déportations juives et tziganes, alors du point de vue du recensement et du point de vue des rafles, est-ce qu'il y a des moments où ça se fait en même temps, ou est-ce que c'est plutôt, la plupart du temps, en décalage? Je me demandais. Alors, une question à chacun. Bon, alors l'été meurtrier pour les communautés juives, c'est l'été 1942. Et moi, c'est ce que j'ai noté, c'est en général en France. Et après, il y a eu un creux, il y a eu une espèce, je ne vais pas dire d'accalmie, mais de pause. Alors certains historiens y voient un problème de logistique, d'autres accentuent plutôt sur le fait que la population française a été très très choquée. Bon. Et après reprennent en 1943 d'autres types de rafles, juifs, turcs, hongrois et italiens, et ça dépend de la situation internationale. Et au même moment, dans le Nord-Pas-de-Calais, il y a les rafles de l'automne 1943 qui vont composer ce fameux convoi Z. Donc là, mais il y a un effet retard. Mais alors, et la question que je me pose, c'est circonscrit à l'automne 1943, et après, il n'y a plus de rafle de tziganes. Mais justement, c'est la question que je voulais poser, c'est que est-ce qu'il y avait une hiérarchie, disons, entre juifs et tziganes? Parce que apparemment, les tziganes ont été moins persécutés que les juifs. Pardon? Dans les camps, vous voulez dire persécutés? Vous dites qu'il n'y a eu qu'un seul convoi, qu'ils avaient le droit de rester en famille dans les camps. Alors effectivement, il y a une spécificité des rafles de tziganes chez nous à l'automne 1943. Quand ils sont arrivés à Birkenau, ils n'ont pas été séparés au point que beaucoup les enviaient, puisque les juifs qui arrivaient étaient séparés immédiatement et ils se rendaient compte de ce qui se passait. Donc effectivement, il y a une différence de traitement. Alors, pourquoi? Il y a une hiérarchie. Alors, ce qu'il faut savoir, que ceux qui ont survécu, qui ont été envoyés dans des camps extérieurs, parce qu'ils ne sont pas restés à Buchenwald ou à Ravensbrück, il y a une hiérarchie dans les camps, et les tziganes sont au dernier rang de la hiérarchie dans les camps. Ça, c'est clair. Les préjugés à l'extérieur des camps, on les retrouve à l'intérieur des camps. Oui, mais ils ont quand même été moins persécutés, vous dites. Pas dans l'Est, ils ont été exterminés. Dans l'Est, ce sont les lois du Reich. Les Einsatzgruppen, plus ils n'étaient pas recensés, on n'a aucun chiffre, même si on travaille en parlant. Je ne peux pas dire moins persécutés, c'est difficile d'employer cette... J'ai plutôt envie de dire qu'il y a une spécificité, c'est différent. Et différent parce qu'on ne connaît pas non plus quel était le projet, en fait. Mais moins persécutés, ils sont restés ensemble dans le cas des familles, dans le camp des familles, mais il y a eu des naissances à Birkenau, et en 3 mois, ils sont morts de faim, de sévices, d'épidémies. Il y avait une maladie qui était fréquente dans les camps, la noma, c'est une espèce de maladie qui gangrène la peau. C'est donc à force de la sous-nutrition, et ils étaient condamnés à mourir sur place. Il y a eu toutes les expériences médicales aussi. Et là aussi, je reviens aussi sur le fait que quand on est historien, on cherche des témoignages. Moi, je cherchais des témoignages sur les stérilisations. J'ai
j'arrête. Et en même temps, j'ai trouvé un autre témoignage de Gervaise Schmidt-Wassertin qui a été publié, et elle parle abondamment de ce qui s'est passé autour d'elle, mais pas dans son propre corps. Et en plus, chez les tziganes, les manouches, il y a une séparation stricte des sexes, hommes et femmes. Et là, Antoine Lagrenier, que j'avais interrogé, il m'a dit non, la stérilisation, ça, vous demandez aux femmes. Les hommes, ils ne savent pas. C'est réservé. Donc, on a vraiment beaucoup de difficultés. Et moi, la grande chance que j'ai eue, c'est de rencontrer Antoine Lagrenier. Il n'est pas très fort quand il a été arrêté. Et c'est lui qui m'a quelque part débloqué le travail, parce que je me suis dit, si j'écris un bouquin froid, sec, à partir des archives, j'aurai le point de vue du bourreau, même si je vais modérer le point de vue du bourreau, mais l'archive est produite par les autorités. Et là, Antoine m'a, j'ai envie de dire, humanisé le discours, et à hauteur d'enfant aussi. Et là où il est intéressant, c'est il me disait, ça je l'ai vu, ça je l'ai entendu dire, ça oui, je peux bien le croire, ça je l'ai entendu dire, mais Monique, attention, non. Et même lui me disait, attention, un tel raconte ça, mais il faut se méfier. Bon, il me parlait aussi des tziganes qui avaient un tatouage grand comme ça, pour bénéficier d'une allocation de déporté. Il me dit, les Allemands, ils n'avaient pas le temps de faire des grands tatouages comme ça. Hein. Donc, il avait des petits filous, ça. Ah bah heureusement, ouais, parce qu'il ne serait plus là. Hein, il y aurait... oui, ben voilà. Donc, il a été capable d'humaniser le discours et d'avoir un regard aussi nuancé par rapport aux Allemands. Parce qu'il était né à Francfort-sur-le-Main et il se sentait à cheval sur la culture française et la culture allemande. Ses parents étaient musiciens et étaient capables d'interpréter des morceaux de musique classique. Donc il n'avait aucun mal avec la culture allemande, avec les Allemands. Et donc il faisait vraiment la distinction, et là où il m'a énormément appris le fait de le côtoyer. Et une fois, il avait, au musée de la Résistance de Mont-du-Prairie, il a signé le livre d'or. Il a écrit « Merci de penser à nous les déportés ». Donc là, il s'estimait avant tout d'être déporté parce qu'il a eu un itinéraire vraiment particulier. Il a été complètement pris en charge par les déportés de ce bloc à Buchenwald. C'était un bloc de résistants. Et la résistance était organisée pour son bloc aussi. Et ils ont participé à la libération du camp. Et il a terminé sa scolarité à Buchenwald. Il y avait des cours qui étaient donnés par un instituteur. Oui, allez-y. Deux brèves questions. Tout d'abord, dans les camps de concentration, est-ce que l'on sait quelles étaient les relations entre les tziganes et les autres catégories de prisonniers? Première question. Deuxième question, y a-t-il eu des mouvements de révolte spécifiquement tziganes dans ces camps de concentration et en particulier vers la fin de la guerre, au moment où les troupes alliées approchaient des camps? Alors, donc je vous ai dit, ils étaient en bas de l'échelle, ça c'est clair. Ce qui s'est passé, il y a eu un mouvement, il y a eu une révolte dans le camp des familles vers le mois de mai 1944. Les tziganes, parce qu'il y avait des tziganes allemands qui discutaient, qui savaient, quoi. Eux, ils connaissaient les codes aussi. Et il y a eu une première tentative de gazage qui n'a pas fonctionné parce que c'était des tziganes allemands, des Allemands qui avaient fait aussi la guerre, qui savaient manipuler des armes, donc ils se sont élevés contre les gardes et ça n'a pas marché. Ils n'ont pas réussi à les attraper et à les emmener. Peut-être aussi qu'ils ont été prévenus. Mais donc en mai, il y a eu cette première tentative de liquidation du camp de tziganes et ça n'a pas marché. Par contre, en août, là, il y a eu... là, ça a été beaucoup plus soigneusement préparé. Et là, le camp a été encerclé de nuit. Et ils ont été pris par surprise. Et là, le camp de tziganes, ils ont liquidé 3000 personnes dans la nuit.
Mais oui, il y avait des différences dans les camps, c'était la sous-échelle. Ça, et en même temps, bon, désolé pour l'expression, mais Gervaise de Schmidt, qui a beaucoup témoigné, c'est les oubliés d'Auschwitz qu'elle a écrit, elle a longuement témoigné, et elle dit qu'il y avait vraiment un clivage entre les tziganes, alors elle était dans un camp de femmes, puis elle était gamine, entre les tziganes allemandes et les tziganes françaises. Les tziganes allemandes méprisaient les tziganes françaises, elles avaient de la famille, elles recevaient des colis de leur famille allemande, elles ne partageaient pas. Donc les solidarités inter-tziganes n'existaient pas. Et à un moment, Gervaise et Marie-Madeleine sont revenues, ont été versées, transférées dans un autre camp, et là elles étaient avec des Françaises, et c'est là qu'elle dit « Qu'est-ce que ça me fait du bien d'entendre parler français et d'être avec des Françaises ». Donc là, c'est pour ça qu'on est une époque où on a des identités crispées, on se range dans une identité, pas dans une autre, on exclut l'autre. Et là on nationalisme. retrouve, oui, le nationalisme, et on a en tête des tziganes voyageurs sur toute l'Europe, mais non. Et de toute façon, le système voulait que ces solidarités soient éclatées. Par exemple, dans les camps, le capot du bloc, c'était un Rom. Par exemple, qui venait des Balkans, mais c'était un Rom. Mais lui, le Rom des Balkans, qu'est-ce qu'il savait que ceux qui étaient sous ses ordres ou sa responsabilité, ils crevaient de faim, mais lui aussi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il prenait les meilleurs morceaux d'abord. Et si en plus il ne faisait pas régner la loi à coups de trique et de schlag, c'est lui qui les prenait, les coups de schlag. Et Antoine me disait, avec le recul, mais on le critiquait, mais en même temps, je comprends qu'il sauvait d'abord sa peau avant de sauver la nôtre. Donc il avait ce recul-là. Mais tout est fait dans le camp pour que les solidarités éclatent. Par exemple, quand même à Buchenwald, il y avait des listes de convois qui étaient établis par les capots. Et les capots, c'était ceux qui étaient originaires du bloc, qui étaient désignés. Et il y avait des listes pour un tel ou tel commando. Et on sait très bien qu'à Buchenwald, il y en a qui étaient inscrits pour un commando Schonung on les ménageait parce qu'on savait que si on les envoyait dans un commando à la carrière, ils n'allaient pas faire de vieux os. Donc les capots sélectionnaient aussi les commandos pour ménager certains. Alors c'est sûr, c'était une façon de faire la loi. Celui qui avait volé, il était envoyé dans le commando le plus dur, il n'y avait pas de cadeau. Mais je vois... Et Antoine, lui, a toujours été... Alors, il a été envoyé dans un commando où il fallait faire du bois pour le chauffage, mais ce n'était pas un des commandos les plus durs. Et c'était les capots eux-mêmes qui décidaient quelque part de la vie et de la mort de leurs compatriotes, de leurs co-détenus. Et c'est là où on a affaire à la grande difficulté quand on écrit l'histoire des camps, c'est ce qu'on appelle la mémoire grise aussi. Parce qu'il faut sauver sa peau. Si on sauve sa peau, c'est l'autre qui ne va pas la sauver. Et à quel prix on sauve sa peau? Et donc ça c'est vraiment très difficile. Et pour avoir des témoignages, là c'est compliqué pour la mémoire grise. Vous avez compris ce que c'était que la politique du premier cordée. Pour répondre à votre question concernant les religions, il y a des transitions entre les routes de passage, c'est ça, entre les religions? Mais oui, c'est. Non, au contraire, c'est. Dans les camps, il y a les relations entre les communautés avant, et maintenant. Qu'est-ce qui se passe? En ce moment, c'est comme le nationalisme, c'est la guerre, non? L'autre n'accepte pas l'autre, c'est tout. Non, c'est pour ça que ça travaille. Il n'y a pas de solidarité inter-tzigane qui se... avec les évangélistes, ils aident les évangélistes, pas les catholiques. On est mal barré. Au Sainte-Marie de la Mer, on parle espagnol, c'est que... Oui, c'est catholique.
C'est catholique. Ouais, oui, c'est catholique. Non, mais si on veut parler de maintenant de la religion qui prend le pas sur le catholicisme, c'est les évangélistes, et c'est plutôt les évangélistes à la Trump.